Bonjour à tous. Un grand merci d'être venus aussi nombreux à cette première conférence. Donc, on va vous présenter un petit peu l'objet de la conférence. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier tous les participants d'Argenteuil qui sont là aujourd'hui, mais également des collègues de l'extérieur qui viennent notamment de l'hôpital Novo, de Aubonne et également de Nanterre, normalement. Voilà, alors juste pour resituer un petit peu le sujet, la recherche, c'est un projet d'établissement, puisque ça fait partie d'un des nouveaux axes du projet d'établissement que vous connaissez très certainement, puisqu'il est sorti en début d'année. L'idée de la recherche, c'est de travailler, de valoriser et d'essayer de développer surtout l'accompagnement des services par rapport à la recherche clinique, mais aussi la recherche paramédicale, ce qui est l'objet de notre conférence aujourd'hui. Donc, je souhaitais également remercier l'accompagnement d'un point de vue institutionnel, puisque la recherche fait partie depuis déjà un peu plus de 2 ans d'un accompagnement de la part du directeur général, M. Groseille, de la part du président de CME, le Dr Ponce, et également du médecin responsable du CRC, le Dr Plantefèvre. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler vraiment de recherche paramédicale et de savoir exactement de quoi on parle. Donc, nous avons initié la démarche avec le comité projet pour lequel il y a pas mal de participants du comité de recherche paramédicale qui est présent dans l'Assemblée. Donc, nous avons déjà mis en ligne un questionnaire à destination des paramédicaux qui nous a permis de mettre en évidence un petit peu vos attentes et ce que vous souhaitiez travailler dans les années futures. La deuxième action assez forte, c'est l'atelier le café recherche, qui aura lieu très prochainement, puisqu'on va lancer la première édition avant l'été. Donc, on fera une communication un peu plus large sur le sujet. Je vais passer la parole à Madame Loiseau, à Madame Sanchez, qui du coup nous ont fait l'honneur de prendre de leur temps et de venir nous partager leur vision de la recherche en soins et également leur expérience, puisque c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que ça vous donnera des idées au niveau de vos services pour qu'on puisse vous accompagner sur des projets de recherche paramédicale. Moi, je commence par me présenter. Je suis ravie d'être ici. Alors, moi, je suis Valérie Loiseau. On fera notre parcours un peu plus loin, mais moi, actuellement, j'ai repris une chaire de recherche en sciences infirmières qui est une interface entre la PHP et Sorbonne Paris-Nord. On aura l'occasion de pouvoir en rediscuter. Bonjour à tous. Alors, moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. Donc, infirmière, cadre supérieur de santé. Je suis actuellement formatrice en institut de formation de cadre de santé au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Voilà. Donc, finalement, pourquoi notre présence ici ? C'était un thème qui nous tient à cœur et c'est avec grand plaisir, effectivement, qu'on est avec vous. Moi, je tiens bien sûr à remercier le Centre hospitalier d'Argenteuil de nous avoir sollicité toutes les deux pour vous rencontrer et vous parler de ce sujet qui nous tient à cœur et qui nous anime, et tout particulièrement Madame Calado par rapport à la direction de l'innovation et de la recherche. Donc la recherche, tout le monde en parle. C'est vrai que c'est un sujet assez commun presque aujourd'hui. Néanmoins, ça reste assez confus. Et donc l'objectif, c'était vraiment d'essayer de voir avec vous qu'est-ce que c'est que la recherche et surtout la recherche en soins. On parle de recherche scientifique, de recherche en soins, de recherche paramédicale. Qu'est-ce que c'est que ces termes-là ? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est surtout aussi à quoi cela sert. On va parler effectivement de définition, en tout cas d'essais de définition, mais également d'enjeux, de perspectives. Voilà, le but, c'est vraiment de créer cette émulsion, mais surtout avec vous, de qu'est-ce qui anime les acteurs de la recherche. Au jour d'aujourd'hui, si on est là devant vous, c'est aussi parce que ça nous anime et que ça construit notre parcours par rapport à aujourd'hui, ce pourquoi on est ici aujourd'hui avec vous.
Donc en fait, c'est pas du tout un cours sur la recherche. Voilà, on est assez humble aussi avec ça. Le but, c'est pouvoir aussi d'échanger, discuter avec vous, et surtout, je dirais, de présenter nos regards croisés, puisque vous le verrez, nous n'avons pas les mêmes parcours, de praticiennes-chercheurs, voire de soignantes-chercheurs. C'est vrai que voilà, on est aussi ancré dans la pratique, sur cette partie empirique, et donc on voulait partager avec vous cet élément-là pour pouvoir discuter autour de la recherche. Alors, l'après-midi, on vous propose déjà de jouer, de commencer par un petit jeu assez sympathique. Karine va vous expliquer ça. En plus, après, on va tenter des définitions, en fait, des essais de définition sur la recherche en soins. Voir finalement, tout le monde en parle de cette recherche, mais à quoi elle sert. Les enjeux et les perspectives, notamment actuellement dans le contexte français. On va vous faire une petite galerie aussi de recherches dont on a retenu, qui ont été publiées, soit qu'on a menées, soit qu'on s'est inspiré. Puis, vie ma vie de chercheur, toutes les deux. C'est là où on vous expliquera un petit peu ce qui nous a emmenés et comment on a construit le parcours, en fait. Et puis, on jouera de nouveau, parce que c'est important de jouer dans la vie. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Et pour la pratique, comment on peut s'y prendre finalement pour faire de la recherche ? Ce qui est tout à fait possible d'en faire actuellement en France. Et puis une petite conclusion. Alors, je suis sûre que vous connaissez ça. Notre QR code. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre votre téléphone, de scanner le QR code à l'écran. Alors attention, vous allez devoir me proposer plusieurs mots qui, selon vous, définissent la recherche. Pensez bien à rentrer mot après mot, c'est important pour que derrière ça puisse s'enregistrer. La deuxième chose, c'est de valider en bas de la page. Vous pouvez mettre autant de mots que vous voulez, on dit 3 mots, mais s'il y a plus de mots qui vous inspirent, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc on va afficher pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, ce qui est chouette, c'est que ça se construit au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Oh, innovation chouette. Donc, mot après mot, pensez bien à valider votre mot avant d'en rentrer un autre, c'est important, pour que justement on puisse un petit peu voir vos représentations. Alors bien sûr, il y a toujours un entremêlement entre représentation et connaissance selon votre parcours. Certains sont plus ou moins initiés à la recherche. Nous, ce qui nous intéresse avec Valérie, c'est justement de voir d'où est-ce qu'on part et quels sont les mots qui se rattachent selon vous à la recherche. On parle de la recherche avec un grand R. Super. Ah oui, donc là, effectivement, il y a plus de choses. Alors, donc l'innovation reste vraiment la pierre angulaire, a priori, de ce jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Découverte, questionnement, ça c'est intéressant. Évolution. Ça bouge beaucoup encore. Amélioration, d'accord. Avancée, évolution des pratiques. Démarche scientifique, développement, documentation. On va attendre que ça se stabilise pour que tout le monde ait pu rentrer ses mots. Normalement, quand il n'y a plus de mots, ça ne bouge plus. J'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde. Non, ça bouge encore. Réflexion, découvrir. Alors la notion de découverte, ça c'est intéressant, elle est très présente. Il y a plusieurs mots sur le champ lexical, on retrouve découvrir, la notion de découverte. Démarche scientifique, actualisation, avancée, analyse, progrès, littérature. Après, on a bien sûr des mots en lien avec la méthodologie, comme la notion d'hypothèse. Ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de démarche. Peut-être on va même pouvoir parler de processus, on va en parler tout à l'heure. La valorisation des savoirs. Alors là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de voir un petit peu quels sont les mots saillants, en fait, au vu de vos verbatim, c'est un peu comme ça qu'on va en parler, de façon à vous qui vous questionnez sur la recherche, de quelle façon vous employez effectivement quel vocabulaire en lien avec la recherche. C'est ça qui est intéressant. Donc ce qui est central, effectivement, on est sur l'innovation. Voilà, la majorité d'entre vous, vous êtes vraiment
axé effectivement sur ce terme-là qui est en lien et qui se rattache à la recherche. La notion de découverte, de questionnement, c'est pas au hasard, hein, bien sûr. On est au cœur ici de ce qui caractérise la recherche. La notion d'amélioration, le terme analyse aussi très intéressant, puisque c'est quelque chose qui contribue et qui fait partie d'une des étapes de la recherche. Donc on a déjà plein de choses qui caractérisent, hein, en tout cas, les éléments de définition par rapport à la recherche. Alors, si on essaye de faire le lien avec les mots que vous venez d'utiliser et les nôtres, parce que nous aussi, on avait un peu travaillé en amont, pour pouvoir derrière aussi dire comme ça, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise la recherche. Et donc, on s'est dit, on fait le jeu également de choisir 3 mots. Et vous voyez, c'est pas forcément les mêmes mots qu'on a choisis. Valérie, elle a plus été effectivement sur les savoirs, alors qu'ils sont communs avec moi, mais elle a choisi la notion de processus et de compétences. Moi, qui viens plus de la discipline des sciences humaines et sociales, la notion de phénomène m'est plus familière et me parlait plus quand on parle de recherche. Et la deuxième chose, c'est effectivement le terme innovation. Donc, si on reprend l'ensemble de ces termes, finalement, la science, elle est pour nous constituer l'ensemble de ces savoirs qui sont produits par la recherche. C'est pas une surprise, et c'est d'ailleurs en lien, sachant que la notion de savoir, moi, je l'ai pas vue dans le nuage. Il me semble pas. Vous voyez ? Donc on peut s'interpeller, vous parlez de développement, les connaissances, voilà, il y avait, tout à fait. Après, connaissances et savoir, les auteurs disent que ce n'est pas exactement la même chose. Donc ça, c'est la première chose. Alors bien sûr, la recherche et l'innovation représentent des piliers fondamentaux dans la quête de connaissances. La création de valeur et de progrès, nous en sommes intimement convaincus l'une et l'autre également. Mais je pense qu'en tant que cadre de santé, il est important de maintenir à la fois la dynamique et la motivation des équipes soignantes par une réflexion sur la pertinence des pratiques et l'innovation. C'est quelque chose qui doit vraiment nous animer au quotidien dans nos pratiques managériales. Alors, pour mener à bien donc une recherche de nature scientifique, ça doit se faire dans le respect d'un processus, comme a évoqué Valérie, de compétences spécifiques. Bien sûr, on en reparlera plus tard, il n'y a pas besoin de faire un doctorat pour faire de la recherche. On peut s'inscrire dans plein d'étapes, et c'est ça qui est chouette justement dans cette thématique. Néanmoins, par rapport à cet investissement, il y a un moment où il faut pouvoir posséder un certain nombre de compétences qui sont à maîtriser, qu'elles soient théoriques ou qu'elles soient effectivement techniques, épistémologiques ou psychologiques. Je pense que c'est important par rapport à cet ensemble de définitions. On retrouve bien dans ce que vous nous avez proposé la notion de doute sur ce que l'on sait et ce que l'on fait. C'est bien ça en fait qui va caractériser la recherche. On a repris comme ça au hasard, hein, pas au hasard, mais c'est un peu volontaire. En tout cas, une première définition assez simple du Centre national de ressources textuelles et lexicales pour savoir finalement qu'est-ce que c'est que la recherche. Et d'où il la définissent ainsi des activités intellectuelles, travaux ayant pour objet la découverte, l'invention, la progression de connaissances nouvelles, voire la conception que l'on a de cette activité. Et c'est vrai que moi, je suis allée repérer un petit peu, par exemple, dans l'exemple des sciences humaines et sociales, comment on caractérise la recherche. Et c'est toujours par rapport à ces 3 actes-là qu'on trouve dans énormément de recherches, dans celles que j'ai faites et dans, effectivement, peut-être si vous avez ces expériences, vous avez dû mobiliser. Alors, par exemple, la rupture. La rupture, c'est le premier acte qui consiste vraiment à rompre avec les idées reçues. On est sur s'éloigner des préjugés, du sens commun, pour justement ne pas être dans les évidences et dans nos représentations. Pour les formateurs qui sont là, on le sait que c'est une étape très difficile pour nos étudiants qui généralement se disent non, mais moi je l'entrevois comme ça, à travers ces lunettes-là, mais en fait non, c'est ça en termes de chemin qu'il va falloir les aider à réaliser. Et bien pour le chercheur, c'est pareil, il faut effectivement d'abord mobiliser et réaliser cette phase de recul, de prise de recul, pour pouvoir aborder son objet d'étude avec un œil neuf et critique. Ça, c'est vraiment une des premières choses. La deuxième, on est sur la construction de l'objet de recherche, qui permet justement d'abord d'élaborer un cadre théorique précis. On va définir des concepts clés, formuler des hypothèses ou des questions de recherche, et on va donc transformer une question générale en un objet d'étude circonscrit, opérationnalisable et surtout bien sûr pertinent. Cette phase, elle implique bien sûr, on le sait, après avoir généré justement cette construction en termes d'objets de recherche, le choix de méthodologie, de méthode et de moyens.
Tout cela qui vont nous permettre, jusqu'aux outils d'analyse, de recueillir et de traiter des données de manière rigoureuse. La notion donnée était-elle présente dans notre... ça ne me dit rien, Valérie. Données statistiques, tout à fait. Donc on a des données statistiques, mais pas que. Quand on parle de verbatim, de discours, c'est aussi une donnée dans la démarche qualitative, vous le savez, qu'on utilise aussi beaucoup. Le troisième acte, on est plutôt sur la constatation, et c'est là où il va y avoir un mouvement d'aller-retour, si je puis dire, très caractéristique au niveau de la recherche, pour justement pouvoir confronter ces hypothèses au modèle théorique, à la réalité empirique. Quand je dis empirique, ça veut dire qui vient du terrain. C'est un terme qu'on utilise beaucoup au niveau de la recherche. Donc cette collecte, le fait de les analyser, de les interpréter, tout ça, ça va permettre d'infirmer ou de nuancer des hypothèses, en tout cas la manière dont on envisageait en termes d'objectifs cette étude. Donc ces trois axes, ça forme vraiment le socle de toute démarche scientifique rigoureuse en sciences sociales. Ça garantit vraiment ce qu'on appelle la distance critique, une clarté conceptuelle pour pouvoir derrière valider sur le plan empirique des résultats produits. Alors qu'est-ce qui caractérise cette notion de rigueur, de recherche scientifique? Je vous ai mis un exemple, je me suis appuyée sur des auteurs pour pouvoir dire, finalement, on parle de rigueur, mais c'est-à-dire, encore une fois, un terme doit toujours être un peu comme un concept. Il y a des attributs qui viennent caractériser un concept. De la même façon, qu'est-ce qu'on entend par rigueur scientifique? Est-ce que c'est un terme qui est arrivé? Je ne crois pas non plus dans... Il n'y a pas eu la notion de rigueur. Pourtant, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans la recherche. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Pour pouvoir justement se dire quels sont les critères qui sont récurrents, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait au quotidien pour pouvoir se dire de quelle façon je vais mener ma démarche scientifique. Eh bien d'abord on va parler de vraisemblance. C'est vraiment cette capacité à refléter fidèlement la réalité étudiée. Je ne vais pas faire une recherche qui n'est pas ancrée sur le terrain par rapport à des pratiques ordinaires de professionnels. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Ce n'est pas les hautes sphères en termes de recherche. On est ancré sur le terrain. Donc c'est important en fait de respecter cette notion de vraisemblance. La deuxième, c'est le rapport des données au concept avec une validité des données. Vous en avez une troisième qui est donc la transférabilité, où on va justement faire en sorte de pouvoir appliquer ces résultats à d'autres contextes. Ça ne sert à rien de faire une étude si elle n'est pas applicable de par sa rigueur dans un autre contexte pour pouvoir derrière ou faire ce qu'on appelle une reproduction ou au contraire aller plus loin parce qu'on fait un deuxième bout au niveau de la recherche. Donc c'est une donnée effectivement, un critère à respecter. Et puis il y a également la fiabilité ou la consistance. C'est ce qu'on appelle la stabilité des résultats dans le temps et dans des contextes similaires. Après, beaucoup d'auteurs parlent de neutralité. Moi, j'avoue que je vous ai noté le terme d'objectivité. Je le préfère parce que j'en suis convaincue, moi qui ai justement fait mon travail dans une approche clinique, il n'y a pas d'objectivité à 100%. On parle de subjectivité du praticien-chercheur. On est toujours avec des éléments qui font écho à notre parcours, qui entrent en résonance avec nous par rapport à notre rapport surtout à l'objet de recherche. Donc de toute façon, cette objectivité, surtout dans le quali, il faut l'étudier et pouvoir surtout en rendre compte. Je n'ai pas dit faire de l'introspection, mais quand même pour pouvoir se dire mais j'en suis où moi par rapport à cet objet de recherche ? Et quelle est sa posture ? Tout à fait Valérie. Donc c'est pour ça qu'on va toujours avoir conscience que les biais techniques ou instrumentaux, théoriques et idéologiques font partie également de cette notion, en tout cas de caractéristiques de la recherche scientifique. Alors ce qui est sûr, c'est qu'au vu de tout ça, après il y a plein de mécanismes qui sont recommandés. Peut-être que vous avez entendu le terme de triangulation des données ou de faire valider par exemple des résultats par les participants. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées après derrière pour augmenter en fait la qualité, si je puis dire, de ces critères, mais on ne va pas aller aussi loin. C'était juste pour vous donner des exemples. Un dernier petit point avec un clin d'œil aux formateurs de nouveau qui sont dans la salle. C'est vrai qu'on connaît beaucoup en formation le concept d'alignement pédagogique. Vous vous souvenez, objectif, mise en œuvre, ingénierie pédagogique. Eh bien ici c'est pareil. C'est pas de la cohérence pédagogique, mais ici on parle de cohérence systémique, c'est-à-dire un alignement entre objectifs, méthodologie, collecte et analyse des données. Cet alignement, il est également essentiel pour justement rendre compte et respecter ces critères de rigueur scientifique. Alors après avoir fait un petit point sur je te demande Valérie, et pour toi,
qu'est-ce que c'est que la recherche en soins ? Alors, après avoir donc défini la recherche de manière globale, on va plutôt parler de la recherche en soins. Alors là, on s'est appuyé sur un des auteurs, Christophe Debout, qui a beaucoup écrit au niveau de la profession. Alors, l'objectif, en fait, est de produire par la recherche donc, des savoirs scientifiques, c'est-à-dire que des savoirs qui ont été éprouvés donc, par une étude ou par des études, utilisables pour alimenter des prises de décision infirmières. Il est évident que normalement, les décisions qu'on prend qui donnent lieu à des pratiques en soins, elles doivent être appuyées sur une rigueur scientifique et des données probantes. Et puis, donc des décisions infirmières, et que ces décisions qui comprennent donc soit la clinique auprès des patients, en fait, puisqu'ils sont quand même à même de pouvoir nous demander les meilleures pratiques, que c'est donc au niveau de la clinique, au niveau de la formation, pour vous aussi en tant que formateur, mais au niveau aussi de l'enseignement. C'est-à-dire qu'au-delà, on doit pouvoir enseigner dans les instituts, à l'université, en fait, ces résultats. Donc, la recherche en soins, elle est quand même ancrée dans la pratique quotidienne. Alors, par exemple, je vous ai mis un exemple dans le cadre du PHRIP. Alors, le PHRIP, c'est le programme hospitalier de recherche en soins infirmiers et paramédical, qui existe au niveau de la DGOS au même titre que le PHRC, PHRC, PREPS, enfin tous ces appels à projets. Et en fait, c'est une équipe de Limoges qui s'était interrogée sur le phénomène vécu par les enfants lorsqu'ils arrivaient aux urgences pédiatriques, en fait. Et ils se sont demandé, parce que les enfants pleuraient, est-ce que c'était de la douleur ou finalement, ou est-ce que c'était de la peur ? Il s'avère qu'ils ont mis en place une étude, ils ont réalisé une échelle donc, d'auto-évaluation de la peur, qu'ils ont mis en pratique, qu'ils ont fait valider scientifiquement, et qui a fait l'objet, entre autres, d'un bel article dans une revue de nursing en anglais, me semble-t-il. Enfin, ça vaut vraiment le coup de la regarder. Très, très intéressant. Donc ça, en fait, ils ont produit des savoirs, en fait. Et qu'on peut se dire, dans les urgences pédiatriques, eh bien, on pourrait prendre cette échelle et puis regarder au niveau local si on peut la mettre en pratique pour ces enfants. Donc, la recherche en soins, donc, elle est ancrée dans la pratique quotidienne et elle bénéficie aux patients, forcément, et qui sont en droit d'attendre en fait des soins innovants et fondés sur des données scientifiques. Alors, la recherche en soins, évidemment, comme on l'a vu avec Karine, il y a une rigueur, mais qu'elle soit recherche ou recherche en soins, on a la même rigueur scientifique, en fait, donc on passe par les mêmes process. Et notamment, on a repris une demande des instances représentatives, et notamment le Comité international infirmier, en fait, qui, depuis 1998, donc c'est pas du tout récent, qui incite en fait à développer la connaissance scientifique afin de soutenir donc la pratique des soins infirmiers et le besoin de combler le fossé entre la pratique et la recherche, et de sorte que les résultats de la recherche soient canalisés vers la pratique et que les sujets qui demanderaient à être éclairés par de la recherche soient amenés vers les chercheurs. Donc à la fois, et on va le voir plus tard, on voit bien qu'en France, les infirmiers ou les paramédicaux font de la recherche, produisent des résultats, mais in fine, il faut que ces résultats ils retournent à la pratique, en fait, dans une boucle. C'est peut-être là où on est un peu plus en attente, en tout cas. Alors, on va se poser des questions. Alors, Karine, à quoi sert la recherche en soins aujourd'hui ? Alors, à quoi elle sert ? Valérie l'a dit, on est aujourd'hui tous là pour la prise en charge directe du patient et de l'usager. C'est notre cœur de métier. Mais cette recherche paramédicale, elle est essentielle, en fait, de façon discrète, comme tu l'as dit, dans la production de connaissances pour moi. C'est vraiment un point important. Mais également la visée, la recherche d'amélioration dans le domaine du soin,
que ce soit préventif, diagnostic, curatif, même organisationnel, en réadaptation, rééducation, palliatif. Il y a une diversité, on le sait, des soins. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi sur à quoi sert la recherche, et d'ailleurs ce qui m'anime aujourd'hui pour continuer à faire de la recherche. Alors, je suis allée rechercher par curiosité combien nous étions. Alors, j'ai regardé par rapport à mon métier, ma filière métier, en tant qu'infirmière. Nous sommes plus de 28 millions d'infirmiers, infirmières dans le monde aujourd'hui. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Si tout le monde s'empare justement de ce sujet-là, pour pouvoir derrière œuvrer au quotidien pour le patient, ce serait exceptionnel. Parce que nous sommes une ressource exceptionnelle. Maintenant, nous ne travaillons jamais seuls. On travaille en collaboration avec les médecins, avec l'ensemble des paramédicaux et avec les chercheurs de toutes disciplines. C'est dommage d'enfermer, si je puis dire, une recherche dans une discipline à part entière, et les recherches interdisciplinaires, généralement, sont très intéressantes. Donc ça, c'est une première chose. La dernière chose, c'est qu'effectivement, les professionnels de santé sont donc des acteurs aujourd'hui incontournables, surtout pour répondre aux orientations également nationales. Je suis allée revoir un petit peu la dernière stratégie nationale de santé. De quoi elle parlait? Effectivement, on parle de prévention et de promotion de la santé tout au long de la vie, dans tous les milieux, de lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, la nécessité d'accroître donc la pertinence et la qualité des soins, à l'innovation. Tout ça, ce sont autant finalement d'objets de recherche à explorer, à la production de savoirs scientifiques qui ensuite seront transférables dans nos pratiques aujourd'hui en tant que professionnels de santé. Donc c'est important effectivement par rapport à cette définition et de à quoi sert la recherche, sachant que bien sûr on est toutes les deux conscientes que pour faire de la recherche, eh bien pour des soins d'excellence à un haut niveau, donc il faut faire de la recherche, mais ça demande une formation des paramédicaux actualisée et innovante. C'est-à-dire qu'il faut entraîner tout le monde derrière nous, de la formation initiale jusqu'à la formation continue, et on en parlera, c'est aussi un enjeu du coup à un niveau N+1, N+2, sur des projets d'établissement, sur des choix de direction et sur une politique globale de développement des soins. Donc en tout cas, cette inclusion des soignants, ça va être important et on en reparlera un petit peu après. Alors pour moi, à quoi sert la recherche? Mais on l'a déjà dit, mais on le redit parce qu'on ne le dit jamais assez. C'est un véritable enjeu de qualité et de sécurité des soins, en fait. Les pratiques de soins ne pourraient s'appuyer que là-dessus. Alors, elles ne peuvent pas s'appuyer que sur des résultats de la recherche, puisqu'il faut aussi le raisonnement clinique de l'infirmier, il faut aussi l'accord du patient, mais n'empêche qu'il faut s'appuyer sur ces résultats qui auraient été prouvés scientifiquement, si tant est qu'ils soient prouvés scientifiquement, effectivement, par la lecture critique notamment. Et puis, dans un contexte où on a quand même 20% de personnes qui vivent avec une maladie chronique, donc on a forcément des vrais enjeux, en fait, des sujets de recherche dans ce contexte-là, tenter pour eux, pour leurs accompagnants, pour la prise en charge globale, en fait, de la maladie, le bien-être, voilà. Et forcément, un lien avec l'efficience des soins, puisqu'on est quand même dans un système contraint où les soins, ça coûte quand même de l'argent. Et on verra sur une des recherches après, pourquoi, si on s'appuie sur la recherche, on peut faire à un moment peut-être repenser les pratiques et peut-être dépenser moins si tant est qu'on ne fasse pas d'économie. Alors Karine, à ton avis, quels sont les enjeux et les perspectives autour de la recherche ? Alors, je reviens aux professions paramédicales. On est plusieurs, sans doute, dans la salle à réaliser régulièrement des entretiens de recrutement par rapport à des professionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, beaucoup d'auteurs et d'études le disent, une mutation du mode de fonctionnement des soignants issus des nouvelles générations, mais aussi de leurs valeurs. C'est vrai que ces nouveaux professionnels, ils ont de nouvelles attentes. Ils aspirent à un travail plus collectif, avec des perspectives pour diversifier leur carrière. Donc tout ça, faut en tenir compte. Et c'est vrai que du coup, l'implication de ces soignants paramédicaux dans des projets de recherche paramédicaux ou même la possibilité de s'engager dans des cursus académiques longs, tout ça, ça va répondre aux enjeux du développement personnel donc de ces professionnels auxquels ils aspirent, mais surtout tout en restant engagés par rapport justement à leur cœur de métier, c'est-à-dire à proximité du patient, puisque c'est ça en fait que nous aspirons tous. Donc c'est un élément effectivement à démontrer.
Et donc, ça peut être à ce moment-là des gages d'attractivité, véritablement, des métiers du soin, voire un atout de recrutement, de fidélisation, bien sûr pour des soignants sensibles à cette approche. Tout le monde n'a pas envie de faire de la recherche, mais s'il y a quelque chose et une appétence qu'elle a, c'est dommage que le contexte, effectivement, faut mettre des paillettes dans nos yeux, c'est important pour pouvoir derrière continuer de s'impliquer au quotidien. Après, il y a eu des événements d'actualité. Pour certains, peut-être que vous ne le savez pas, pour d'autres déjà, parce que l'actualité, ils en ont beaucoup parlé. Il y a donc eu la création de 3 nouvelles sections au Conseil national des universités. C'est ce que je vous ai noté. Et donc, ces sections, c'est notamment la section 91 pour les sciences de la rééducation, réadaptation, et surtout la section 92 pour nous, les sciences infirmières. Eh bien, tout ça, c'est une opportunité majeure, en fait, pour les CHU, mais aussi les centres hospitaliers, les CH, tous les partenaires en fait de facultés de santé pour pouvoir derrière se saisir de cet aspect-là et reconnaître à part entière les chercheurs. Ça renforce aussi notre légitimité à innover pour des soins plus sûrs, plus justes, dans des organisations justement de soins plus pertinentes et plus efficientes. Des enjeux avec et pour le patient, j'ai noté, oui, parce qu'il est toujours en toile de fond tout au long de mon raisonnement par rapport à cette notion de recherche scientifique. Et on le sait aujourd'hui, de nombreuses études l'ont montré, c'est-à-dire que la recherche, c'est un moyen de questionner nos pratiques avec et pour le patient. On a tous remarqué que l'engagement du patient, il est de plus en plus développé. En tout cas, c'est une voie prometteuse pour améliorer la santé des populations. De nouveaux modèles émergent en s'appuyant justement sur leur savoir, sur leurs expériences, sur leurs engagements. On va reconnaître son histoire à part entière, même au niveau de la recherche. Donc c'est vraiment, son expérience est une source essentielle de savoir. Et donc il faut renforcer son application comme acteur vraiment décisionnel. Alors bien sûr en fonction de ses valeurs, en fonction de tout ça. Peut-être connaissez-vous les notions de patient partenaire, de patient ressources, de patient expert. Ce sont des mots qu'on utilise beaucoup au quotidien aujourd'hui. Donc c'est vraiment une réalité. Et cette expérience patient, justement, elle doit être au cœur de nos préoccupations. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si dans la nouvelle version de la certification au niveau du 6e cycle, eh bien, le patient est au cœur, justement. C'est un des critères impératifs. Donc c'est vraiment un défi à relever. Clairement celui de la démocratie sanitaire, avec l'émergence justement d'une recherche paramédicale participative, j'ai envie de dire. On n'est pas, nous, enfermés dans nos histoires de recherche paramédicale. On est vraiment justement avec le patient pour pouvoir derrière élaborer des priorités. Donc il peut participer à plusieurs façons, que ce soit dans l'élaboration de priorités de recherche, de rédaction de protocole, l'évaluation. Il y a plein de choses qui peuvent être faites avec le patient. Et les recherches collaboratives, tout à fait. Alors, pour le système de santé, on l'a un peu dit, en fait, effectivement, on est dans un système quand même qui est contraint, où on doit délivrer des soins et des soins les plus pertinents possibles et à un coût le moindre possible, en fait. Donc, tout l'intérêt de cette recherche en soins. Et puis, il tentait, et ce qui est bien, c'est d'avoir une organisation en fait qui mette à jour les connaissances et les savoirs en fait pour une qualité des soins optimum. Alors, au niveau de la qualité des soins, c'est pas tenté au niveau qu'on dote en nombre de professionnels, en fait. Ça a été démontré que c'est pas forcément effectivement le nombre, mais leur formation qui compte. Notamment, c'est tous les écrits de Aiken sur le sujet. Pour les établissements de santé, en fait, il y a des enjeux puisque eux-mêmes, ils sont producteurs de savoir et puis consommateurs. Donc, tout l'intérêt de pouvoir développer la recherche en soins. Et puis, c'est un outil managérial, comme on l'a dit à un moment, pour attirer, fidéliser, en fait, les professionnels. Des enjeux pour les coordinations des soins, pour la motivation des équipes en fait à un moment, et puis parce que l'innovation aussi c'est quelque chose qui peut être très attractif. C'est un objectif donc, qui est partagé, en fait, comme on l'a dit tout au long, et qui est partagé entre les directions et puis notamment en interdisciplinarité, puisque dans une équipe de recherche, en fait, on n'est jamais seul et on a des compétences différentes, ce qui en fait complètement la richesse. Est-ce que vous avez des questions à ce moment, à ce stade de l'intervention avant la suite ? Comment
comment vous avez surmonté la peur de la page blanche? C'est-à-dire de se dire par où je commence, comment je fais, est-ce que je vais y arriver? Parce que là aujourd'hui vous êtes arrivé avec beaucoup de guillemets, une forme de maturité dans l'exercice. Mais on a des infirmiers, des cadres, peut-être qu'on a jamais fait de recherche. Tout à fait. On pourrait, à l'issue de votre présentation, se dire ok, mais au fond, comment je surmonte l'éventuelle peur de ne pas réussir ou de me tromper? Bien sûr. C'est quelque chose que j'ai vécu, hein. Je pense que Valérie peut aussi en parler. On a tous vécu ce phénomène de la page blanche. Je pense qu'il faut être assez humble en fait avec cette démarche-là et ces envies de faire de la recherche, surtout avec le fait d'inscrire en fait sous forme d'idées. Comme un cahier de bord, un cahier de brouillon, vous voyez. Moi, j'ai jamais formalisé quelque chose en premier jet super bien quand on avait une idée de recherche. C'est toujours venu à la relecture et le fait de retravailler un document. Donc, personne n'écrit bien du premier coup, je vous rassure, vraiment, même pour aller faire des études académiques longues. Donc, en fait, l'idée du cahier de brouillon ou du cahier de bord ou de noter sur un coin de table, en fait, quelque chose, même si ça vous obsède la nuit et qu'on n'arrive pas à dormir, hein, on sait ce que c'est. On allume la lumière, on inscrit l'idée sur le cahier de brouillon et on le reverra le lendemain matin. Ça aussi, ça marche bien. Donc, je pense qu'il faut oser. Et souvent, on ne s'autorise pas à oser parce qu'on a peu d'estime de soi. On se dit, mais la recherche, finalement, c'est pas pour moi. C'est réservé à des cursus académiques, machin. Eh bien, pas du tout, en fait. Il faut oser, ou en tout cas oser, et peut-être aller chercher des ressources autour de vous pour pouvoir, derrière, aller plus loin sur ce projet. Alors, moi, je voulais compléter. En fait, je pense que c'est le groupe. En fait, il faut pouvoir avoir des ressources au sein d'une institution, en discuter. On n'est jamais seul, hein, notamment au sein d'un service, au sein d'un hôpital, au sein d'un pôle. En fait, il faut pouvoir avoir cette idée au départ, en fait. L'idée, elle vient... Alors, Karine, elle s'est plus axée sur son projet de recherche, mais moi, je pensais plus au niveau clinique, en fait. Quand on est au contact dans les services avec les patients, en fait, on voit des choses, on expérimente, on a des idées. Ça part de là, en fait, la recherche. Et puis après, il faut pouvoir en discuter dans un service et puis dans une structuration au sein d'un établissement. Ici, par exemple, vous avez un lieu en fait qui est mis en place au niveau de la recherche. Donc en fait, je dirais que c'est par là. C'est à la fois ce que tu dis et à la fois on n'est jamais seul en tout cas. Alors là, on va parler de la galerie de la galerie des recherches qu'on a sélectionnées. Alors en premier, moi je voulais vous parler de cette recherche. En fait, à l'époque, pour moi, ça a débuté un petit peu là-dedans. Je suis tombée dans la recherche un petit peu avec cette étude. On est en 2013, en fait. Je suis cadre aux urgences pédiatriques, en fait, dans un hôpital de secteur. Et je suis sollicitée par une équipe de Limoges, en fait, qui avait le projet de mettre en place une étude. Et ils nous demandent, en fait... les médecins se connaissaient et nous, au niveau infirmier, ils nous demandent, en fait, si on voulait participer avec eux à cette étude. Alors cette étude, en fait, c'est l'expérience vécue des enfants aux urgences pédiatriques, lors du décollement de la poche à urine pour des soins, donc des soins de base. Et ils s'étaient aperçus que les enfants, ils pleuraient beaucoup. Et qu'à l'époque, ils utilisaient, eux, du liniment. Alors c'est un produit que vous devez connaître, que les mamans connaissent bien et qui, à l'époque, on revient en 2013, coûtait assez cher, en fait. Et ils s'étaient interrogés sur la pertinence, en fait, ce qu'on a dit, donc la pertinence d'utiliser ce produit pour le décollement de la poche urinaire chez les enfants de 3 ans. Donc, en fait, moi, je pars avec mon équipe et finalement, on accepte, ce qui était une grosse organisation à l'époque parce qu'on filmait. En fait, comme ici, on filmait le visage de l'enfant au moment où on décollait la poche. Donc, il y avait toute une organisation à mettre en place avec les infirmiers, les aides-soignantes, et les auxiliaires de puériculture. Et franchement, ça a été une sacrée aventure, du point de vue managérial en tout cas. Du point de vue clinique, en fait, cette étude, donc on l'a menée. Eux, comme ils étaient le centre de référence, ils ont inclus plus de patients que nous à l'époque.
Et en fait, ce que ça a montré, donc en fait, on randomisait les enfants, donc on tirait au sort pour savoir s'ils avaient le liniment ou s'ils avaient la technique habituelle. Donc on prenait des compresses avec de l'eau et on enlevait délicatement la poche urinaire. Et donc, il s'est avéré qu'on utilise ou pas ce produit qui coûtait cher, finalement, les enfants avaient mal, voire très mal. C'est ce qui a été mis en évidence. Donc, en fait, il y a plusieurs choses. Au niveau de la pertinence des soins, en fait, finalement, on n'utilise plus ça puisque c'est un produit qui coûte cher et qu'il n'y a pas de bénéfice, en fait. C'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, au niveau de la prise en charge de la douleur chez ces enfants, en fait, il faut être vigilant parce que c'est un soin qui est extrêmement douloureux. Donc cet article, il est sorti donc on a mené la recherche en 2013, le temps de tout faire. L'article est sorti en 2019 en fait, sur une revue en fait où j'ai mis la photo parce que c'est une revue. À l'époque, je me rappelle, ils avaient dit une petite revue. C'est quand même une revue de rang A au niveau de nursing infirmier. Donc une chouette revue en tout cas. Donc voilà, ça c'était la première étude dont je voulais parler. La seconde. Alors la seconde, en fait, là, c'est plus... là, je me positionne plus en tant qu'accompagnante. En fait, ça, c'est une étude qui a été publiée dans le cadre d'études d'une infirmière en pratique avancée, en fait, qui a fait une revue de portée, en fait. C'est une revue... je perds mes mots. Une revue de littérature systématique, voilà. Une revue de portée, et elle s'est intéressée à l'accompagnement infirmier dans le processus de décision relative au choix du mode de suppléance. Elle travaillait en hémodialyse, en fait. Donc elle a regardé la littérature. Elle a suivi le process et lorsqu'on est passé devant le jury, effectivement, et comme on avait travaillé ensemble, en fait, il avait été noté que son travail était très bon. Donc on l'a soumis à publication. Une belle aventure avec cette infirmière en pratique avancée. En tout cas, on a montré des pratiques infirmières identifiées, donc centrées sur l'autonomisation, en fait, des facteurs clés comme une relation égal à égal et de confiance, en fait, mais surtout, on a discuté plusieurs concepts, et notamment des concepts qui étaient assez complémentaires, mais paradoxaux dans l'accompagnement de ces patients, dans le choix de leur mode de suppléance, avec le deuil, l'adaptation, l'empowerment et l'incertitude. Donc en fait, pourquoi j'ai pris celle-ci ? C'est-à-dire que les étudiants, en fait, dans leurs travaux, c'est soit le début d'un processus de recherche, donc il ne faut pas du tout ignorer, au contraire, soit quand ils sont en master, il faut pouvoir les accompagner et soumettre ces articles qui servent en fait à la pratique au quotidien. Et puis la troisième étude, en fait, alors j'ai mis très peu d'éléments parce que cet article il est en cours de révision, en fait. Et ça, ce sont des étudiants de cadre qui ont travaillé dans le cadre de leurs études sur la fidélisation des infirmiers en réanimation en Île-de-France, où elles ont fait une étude qualitative, en fait, où elles sont allées interroger des professionnels de réanimation, en fait, parce qu'elles s'étaient aperçues que la réanimation, c'est un secteur, en fait, qui était attractif, mais qui n'arrivait pas à fidéliser. Voilà. Donc, ce que cette étude a montré, que finalement, donc elles ont interrogé des cadres de santé et des infirmiers, et que, alors, on n'en dit pas trop parce qu'il n'est pas encore publié, on espère qu'il va l'être, et que sur le lieu de travail, une des raisons, en fait, finalement, des salariés qui les poussaient à partir, c'est l'ennui. Et l'ennui, il y a d'ailleurs une étude canadienne qui montrait, il y a quelques années, en service de médecine, les patients s'ennuient, en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez des fois observé, mais les patients s'ennuient, en fait, le temps est long. Et en tout cas, les professionnels de réanimation, une des raisons pour laquelle ils partiraient, c'est qu'ils s'ennuient, en fait. Voilà. Ils ne sont pas, notamment, nourris intellectuellement, nourris, donc voilà. Donc, ça donne des idées pour les managers. Voilà, les trois, on pourra en discuter après sans souci.
Alors, vous voyez, par rapport à ce que Valérie a évoqué, il y a une notion importante, c'est la notion de publication. C'est-à-dire que derrière toutes ces recherches, c'est faire de la recherche, oui, mais derrière, c'est aviser de diffusion des savoirs pour qu'il y ait des retombées sur nos pratiques et les pratiques soignantes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le cœur en fait de la triangulation justement de cette démarche de recherche. Alors moi, de la même façon, quand on s'est dit on va présenter des recherches, comment j'ai fait mon choix, puisqu'on avait dit 2 en clinique, 2 en management, 2 en pédagogie, pour que voilà, varier les plaisirs. Moi, j'ai eu un coup de cœur un peu pour celle-ci. Pourquoi ? Parce que pour mettre aussi à l'honneur les EHPAD, qui malheureusement sont trop souvent mis de côté justement par nos professionnels. Et là, a priori, il y avait quelque chose de super chouette qui était fait là-bas. Et donc, sur le thème de la pénibilité au travail dans les EHPAD, et si le management salutogénique était une solution. Alors, vous connaissez pas ce mot-là, moi non plus, je ne le connaissais pas. Donc, je suis allée rechercher pour savoir, mais c'est quoi cette bête-là ? C'est en lien avec la salutogénèse, tout à fait. Et donc, a priori, on est sur un concept par un sociologue israélien qui, lui, s'est intéressé au concept de la santé et qui voulait pas forcément travailler du côté négatif, c'est-à-dire les facteurs de risque, etc., par rapport au concept de la santé, mais de se dire... Est-ce qu'on n'allait pas regarder du côté positif, c'est-à-dire les ressources à disposition de la personne, ses capacités, et de qu'est-ce qui justement prédispose le fait d'avoir une bonne santé. Et donc, ils ont repris ce concept-là pour pouvoir se dire qu'est-ce qui va créer les conditions favorables par rapport à un bien-être au travail. Donc, ils ont bien sûr acté le fait qu'il y a une intensification du travail dans le secteur sanitaire et social, avec notamment un impact au niveau des conditions de travail. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'outils, de posture, pour justement créer et générer ces conditions du bien-être au travail, dans des organisations qui, nous le savons, sont sous tension. Donc, ils ont utilisé plusieurs méthodologies. Donc, je vous ai mis un extrait, puisqu'en fait, la publication que j'ai choisie sur une revue scientifique qui s'appelle Revue Gestion et Management Public. C'est un extrait de 12 entretiens par rapport aux 30 réalisés, mais qui suit bien sûr la même méthodologie, donc avec des études spécifiques qu'on appelle des monographies d'EHPAD. Et donc, ils se sont appuyés sur une modélisation à travers 3 concepts, la notion de sens, de lien, d'activité et de confort, selon bien sûr un abord théorique. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre bien qu'il y a une vraie volonté institutionnelle de valoriser le sens au travail, et que c'est ça qui fait que ça aide et que ça permet aux soignants d'accepter et de vivre mieux cette pénibilité, parce qu'ils sont valorisés et que ça a du sens. Un autre élément qui a beaucoup participé justement à cette notion de bien-être, peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est ce qu'on appelle le projet Humanitude en termes de formation. Et ça aussi, ça apporte généralement quelque chose de très fort, à la fois dans le management de l'équipe, mais aussi, c'est ce qu'ils disent au niveau de la création d'une relation de confiance au travail, avec l'utilisation également de ce projet. Donc ça, c'est le deuxième point. Sur le plan de l'activité, on est sur une vraie réflexion, a priori, sur le plan managérial aussi, de la qualité du travail et de l'accompagnement du développement des compétences, où les professionnels se sentent entendus. Et du coup, il y a quelque chose qui fait que derrière, ça fait la boucle pour pouvoir favoriser le réinvestissement. Et puis, bien sûr, le confort physique et le développement personnel. Donc, ils ont repris, vous voyez, au niveau des résultats, ce pourquoi ils avaient identifié de qu'est-ce qui pourrait justement aider et générer à diminuer cette pénibilité au travail. Donc, ils disent bien dans la discussion qu'on a donc une prise en charge tendue, mais derrière, ils font la proposition de proposer un vrai référentiel d'action managériale qu'ils nomment salutogénique, en lien avec le terme choisi initialement, et qui catégorise par niveau de responsabilité. Bien sûr, on le sait, entre le cadre sup et le directeur, on ne va pas avoir le même territoire et le même périmètre en termes d'envergure. Donc, ils se font, et c'est très intéressant au niveau de l'article, ils font des propositions pour pouvoir dire, pour chaque professionnel, finalement, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer ses conditions de travail au quotidien. Voilà, on peut passer peut-être à la deuxième. Alors, la deuxième que j'ai choisie, alors là, on est plutôt sur une recherche en pédagogie. C'est une de mes
collègue, Delphine Guyet, qui est masseur kinésithérapeute et qui a soutenu sa thèse en 2019. Et elle s'est intéressée justement sur ce que tu connais très très bien, le raisonnement clinique, Valérie. Le raisonnement clinique, on dit partagé, mais là on est sur le raisonnement clinique du masseur kinésithérapeute. Puisqu'on a bien sûr eu, en tout cas les masseurs kinés, comme beaucoup de formations paramédicaux, ont eu donc cette réingénierie des études, et en 2015 qui commence à dater. Mais donc elle s'est questionnée sur quels étaient les processus d'enseignement, notamment justement par rapport à un acteur principal qui est le tuteur de stage, pour favoriser l'apprentissage de cette pratique. Donc elle a réalisé bien sûr un travail dans une approche qualitative. Elle a fait plusieurs choses, à la fois des observations de terrain en se déplaçant, puisqu'elle a filmé des séances d'apprentissage, mais également des entretiens d'entretien en fait, et ensuite hétéro-confrontation, c'est-à-dire on revient en rediscutant avec la personne pour pouvoir dire par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc vous avez le chiffre, mais par rapport à une triade, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle a rencontré le patient, le tuteur et l'étudiant stagiaire. Et bien sûr, elle a confronté après les perceptions et les points de vue de ces trois acteurs qui sont dans cette triade et qui favorisent l'apprentissage de l'étudiant masseur kiné. Et donc derrière, quand elle a eu l'ensemble de ces données, elle a utilisé un logiciel d'analyse qui permet donc de créer des catégories pour pouvoir identifier 5 portraits de triade patient, tuteur, étudiant, qui vont donc s'appuyer à la fois sur les ressources mobilisées. Alors c'est Thierry Piot qui met en évidence des ressources mobilisées en tant que néo-professionnels, c'est-à-dire jeunes professionnels, et également des configurations du tutorat. Donc ça c'est très intéressant, c'était la première fois effectivement qu'on faisait émerger comme ça des éléments en lien avec la formation, et donc c'était des résultats qui derrière ont été discutés pour justement montrer de quelle façon on peut s'emparer finalement de ces éléments, de ces catégories dans le raisonnement en kinésithérapie. Donc bien sûr, il y a des savoirs théoriques abstraits, mais le but, c'est de comment je les mobilise sur le plan pratique. Elle parlait même de bricolage en fait. C'est des choses qui s'ajoutent les unes dans les autres, c'est pas forcément bien droit tout ça. En tout cas, ça donne un guide pour pouvoir derrière permettre le raisonnement clinique. Un fil rouge qui permet l'adaptation. Et elle a essayé de modéliser un raisonnement clinique en comédiation avec le patient, qu'on ne reste pas enfermé en tant que professionnel, mais c'est quelque chose où on va partager et discuter à viser d'une qualité du raisonnement clinique. Donc tout ça, bien sûr, en IFMK avec l'étudiant masseur kiné. Et la troisième que j'ai choisie, donc de Isabelle Elan, qui est aussi docteure et directrice d'IFSI en Alsace. Elle s'est intéressée à quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qui est le care, le prendre soin. C'est quelque chose qui nous anime et qui est très présent aujourd'hui de par nos pratiques. Et elle s'est dit, est-ce qu'on pourrait essayer justement de mesurer des savoirs professionnels liés au care, par exemple chez les étudiants, chez les infirmiers libéraux. Elle s'est questionnée parce qu'elle s'est dit, on a une pratique. Je lis et je vois que pour pratiquer, finalement, on applique peut-être des typologies de savoir professionnel infirmier, mais tout à coup, elle s'est questionnée surtout sur la notion de geste professionnel. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un geste professionnel ? Comment on peut le caractériser, surtout quand il est appliqué au domaine de l'ergonomie et qui rejoint des pratiques de care ? Donc pour cela, pour identifier ces gestes professionnels liés au care, et donc ses liens avec ces fameux savoirs, elle a donc, dans une méthode qualitative, fait des visites à domicile auprès donc de 3 infirmiers. Elle a rencontré beaucoup de patients, vous voyez, 40, en enregistrant les interactions audio entre le patient et l'infirmier. Elle a pris des notes en même temps, de manière simultanée, pour pouvoir justement identifier quel type de geste était fait à quel moment et le rattacher bien sûr au care dans une activité soignante, puisque nous le savons, finalement le care c'est pas forcément du prendre soin dans quelque chose qu'on fait, c'est dans quelque chose qu'on incarne, de notre posture, de la manière dont on va regarder la personne. Plein de choses sont en lien avec le care. Donc le verbal, le non-verbal, le paraverbal. Donc c'était ça aussi qui l'intéressait, de pouvoir caractériser. On est bien sûr derrière avec un objectif de formation là, puisqu'elle est en tant que directrice d'IFSI. Et c'est ça qu'elle a donc
essayé de faire, et qu'elle a très très bien fait, pour pouvoir derrière, après, à travers ces différentes observations et ces entretiens, pouvoir analyser en colonne par catégorie. Et elle a discerné différents gestes qu'elle a nommés des gestes d'ambiance, des gestes de sollicitude, des gestes d'évaluation ou des gestes de régulation. Et ces éléments, tous ces gestes-là, ça va justement permettre, dans un geste de régulation, d'évaluer un problème qui se pose. Alors, par rapport, on est toujours en lien avec du raisonnement clinique aussi. Un geste de sollicitude, le geste d'évaluation, le geste d'ambiance en lien avec la relation de confiance. Donc, ce qui signifie, c'est que la personnalisation du soin a vraiment un impact sur la manière d'exercer au quotidien le soin. On va exercer au quotidien, et c'est aussi pour ça que derrière, elle a voulu, bien sûr, utiliser ces résultats de recherche dans la formation, et donc elle a créé des TD avec de la simulation pour justement mettre en œuvre et mobiliser ces gestes du care et aider les étudiants infirmiers à apprendre ces gestes-là et surtout à les repérer. Parce que ce qui est compliqué, un geste de sollicitude, d'accord, mais c'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi ? Donc, si je dis tout ça, c'est que là, on vous présente un peu texto comme ça des résultats de recherche, mais après, il y a un boulot qui est de traduire et de transformer ces savoirs scientifiques en savoirs praticiens pour les mobiliser dans des pratiques ordinaires. C'est pas comme ça. Je me souviens beaucoup d'une réflexion justement de mon directeur de thèse qui m'avait expliqué qu'il s'était fait surprendre comme ça en allant à un colloque pour pouvoir expliquer à des professionnels. Et ça parlait pas du tout parce qu'on est resté en fait sur une présentation très scientifique et finalement dans la vraie vie ça sert à quoi et qu'est-ce qu'on en fait ? Donc c'est aussi ça qui est important dans la recherche par rapport à tout ce qu'on vient de présenter, c'est de faire cette transformation pour faire évoluer ces savoirs scientifiques dans des savoirs praticiens au quotidien et que vous puissiez bien sûr, nous puissions les utiliser. C'est bon ? Deuxième petite pause. Avez-vous des questions sur ce qu'on vient de dérouler ? Question. Bon. Continue. Ok. Alors, on a déjà un peu dit des choses, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté particulièrement. Et donc, on avait souhaité, avec Valérie, faire un petit point sur d'où on est parti et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est devant vous, en train de vous parler de recherche. C'est des choses assez communes, finalement, en termes de parcours, puisqu'il y a beaucoup de similitudes, on a remarqué dans nos deux parcours. Moi, je vous ai noté, vous voyez, j'ai travaillé pendant 9 ans en tant qu'infirmière, donc c'est à la fois pas long, puis en même temps peut-être suffisant pour avoir vu une diversité de services, puisque j'ai commencé en soins intensifs, un petit passage en médecine infectieuse, de l'hémodialyse, et plutôt beaucoup de pédiatrie, d'urgence pédiatrique, et plusieurs années au SIX, au service infirmier de compensation et de suppléance, où j'ai construit mon projet cadre. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Derrière, une expérience de quelques années en unité de soins de longue durée à Poissy. Et puis, très vite, le milieu de la formation m'intéressait, donc j'ai basculé du côté obscur et je suis allée en IFSI, où j'ai eu une longue carrière en tant que formatrice, en IFSI, IFAS, puis IFAP. C'est vrai que ça nourrit en fait un certain nombre de choses au niveau effectivement de mon investissement dans la recherche, avec des responsabilités sur toutes les UE recherche. Et puis moi j'avais une appétence particulière pour la promotion de la santé, tout ce qui était éducation à la santé, éducation thérapeutique du patient, pardon. Donc du coup, c'est aussi ces éléments-là qui ont fait qu'après avoir mon DEI, d'être devenu cadre de santé avec donc un master 1 responsable de gestion, j'ai basculé et j'ai souhaité me former, me nourrir en fait et faire un M2 en sciences de l'éducation que j'ai fait à l'université de Rouen. Donc ça, c'était après plusieurs années en tant que formatrice. Ce qui est sûr, c'est qu'après, quand on a mis un peu le doigt dedans, on a un peu de mal à s'arrêter. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu ce contact universitaire, d'avoir quand même un peu de recul par rapport à mes pratiques de formateur, j'ai voulu évoluer et donc il y a eu l'opportunité de devenir cadre supérieur de santé. Et puis c'était un poste de coordination pédagogique et d'adjointe à la direction. Donc ça m'a permis d'avoir une vision plus méta en fait sur des objets que je voyais de très près en tant que formateur. Et en même temps, je me suis dit, peut-être que ce serait l'occasion de continuer, puisque de ce M2 que j'avais beaucoup aimé, beaucoup partagé, j'ai eu l'opportunité qu'on me propose en fait de continuer avec une thèse en sciences de l'éducation.
Donc c'est venu un peu comme sur un plateau. Donc c'est vrai que sur le coup, on se trouve très flatté, mais en même temps, c'est des vraies responsabilités pour pouvoir mener un projet comme celui-ci. Mais je me suis dit, et puis pourquoi pas? On n'a qu'une vie. Allez, on y va. Donc du coup, je me suis lancée dans le doctorat. Bon, ça a été une longue aventure, mais en tout cas, ça a été passionnant. Donc c'est vrai que moi, on va dire, le fil rouge un peu qui m'a animée tout au long et que j'ai aussi bien travaillé dans mon M2 que dans mon travail de thèse, c'est je me suis vraiment centrée sur l'apprentissage du prendre soin. Je me suis questionnée sur le travail psychique qui est mobilisé dans l'apprentissage du care, en fait, pour un étudiant d'un métier du lien, je veux dire métier du soin, de l'accompagnement, et de qu'est-ce qui, justement, est empêché dans cet apprentissage du care. C'est vrai que ça a été en même temps une aventure parce qu'on apprend aussi beaucoup sur soi quand on est comme ça dans un tel projet, mais ça a été super riche. Et donc, à travers ces expériences, comme j'ai été rattachée à un laboratoire, eh bien aujourd'hui, j'essaye en tout cas de continuer mes activités à ce laboratoire de recherche en tant que chercheuse associée, où je participe notamment aujourd'hui à une recherche sur la santé et le bien-être mental en fait, des étudiants en soins infirmiers pour la Croix-Rouge française. On est 4 chercheurs à réfléchir sur cette question et à en tout cas investiguer ce champ de recherche. Voilà, et puis la bonne nouvelle, comme Valérie elle va vous en parler, c'est que pour avoir une reconnaissance et une légitimité de par nos activités, c'est important d'être reconnu parce que on vient du milieu professionnel, c'est pas facile, hein, il y a toute une acculturation au niveau universitaire d'avoir cette légitimité et de pouvoir travailler avec les autres, ceux qui viennent que de l'université. Donc moi j'ai essayé d'avoir cette légitimité et donc d'être reconnue en tant que maîtresse de conférence. On appelle ça une qualification et donc j'ai eu la bonne surprise d'avoir cette qualification en tant que maîtresse de conférence. Donc c'est vrai que ça bouclait un peu la boucle, vous voyez, par rapport à tout cet investissement pour pouvoir derrière parler d'égal à égal avec mes pairs à l'université. Et je pense que c'est important parce que quand on vient dans le milieu professionnel, c'est pas facile d'avoir sa place et d'être considérée aussi en tant qu'infirmière, puisque mon métier initial est infirmière, bien sûr. Voilà par rapport à ma présentation. Alors, pour ma part, moi, ce qui m'a guidée, c'est plutôt la clinique et le soin, en fait. Moi, j'ai été plutôt infirmière puéricultrice. J'ai travaillé dans le milieu de l'adulte, mais plutôt chez l'enfant, en fait. Et j'y ai travaillé un peu plus longtemps que toi, Karine, je dirais une quinzaine d'années, en fait. Et puis, depuis toujours, à l'époque, je voulais être cadre de santé, parce que je voulais être dans les projets. Hein, c'est toujours pour ça, au départ, qu'on veut être cadre de santé. Donc j'ai managé des équipes. Alors je suis retournée à l'époque dans le monde adulte, aux urgences adultes, hein, qui était le moment où j'ai appris mon métier de cadre, on va dire. Et puis après, j'ai œuvré dans plusieurs endroits en tant que cadre, urgence pédiatrique. Je suis retournée un peu chez les adultes, chez les enfants. Mais moi, à ce moment-là, la recherche, ça m'a, comme je vous ai dit, dans l'étude de 2013, en fait, ça m'a un peu toujours animée et guidée, en fait. Donc au sein de la structure où je travaillais, on avait l'axe du projet de soins dès 2013, où était notée la recherche. Donc c'est par ce biais-là que je suis rentrée dans la recherche, en fait, où on avait répondu à l'époque à un appel d'offres du PHRIP qu'on avait eu, et par ce biais-là, j'ai pu coordonner la recherche, développer en tout cas des activités de coordination de la recherche au sein de la structure, alors en exerçant toujours en tant que cadre. C'est qu'à partir de 2000... quand je suis rentrée en thèse en 2019, effectivement, que j'ai eu un poste à 100%, où là j'ai coordonné la recherche, alors recherche infirmière, et puis après ma thèse, la recherche de manière globale, en fait, au sein de la plateforme recherche dont on avait initié. Donc j'ai repris aussi mes études, effectivement. Alors moi j'ai pas fait un master, j'ai fait un master sciences cliniques en soins infirmiers, ce qui était le master précurseur du master IPA. Et puis après, j'accompagne effectivement les étudiants dans leurs travaux.
quelques enseignements. Et puis, je suis rentrée en thèse, comme Karine, en 2019, pour en sortir 4 ans après, avec un doctorat de santé publique, mention sciences infirmières, parce qu'on n'était qu'au début où on peut avoir un doctorat en sciences infirmières en France. Voilà, et moi je me suis intéressée à l'environnement capacitant dans la maladie chronique, et l'environnement de manière globale, c'est quelque chose en fait qui m'anime plutôt, c'est un vrai sujet à l'heure actuelle. Je continue des travaux effectivement en lien. Je suis chercheur associé, comme Karine, là où j'ai fait ma thèse, au laboratoire éducation et promotion de la santé à Bobigny, et puis j'ai été qualifiée effectivement maîtresse en sciences infirmières, maîtresse de conférence en sciences infirmières dernièrement, puisqu'on a eu les résultats dernièrement. Donc en pratique, en fait, on a repris nos études au fil de l'eau, donc on est de cette génération qui avons repris régulièrement des études, en fait. Bravo. Merci. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de reprendre le téléphone pour qu'on essaye de voir un petit peu ces nuages de mots. On va laisser un peu plus longtemps puisque j'ai été trop rapide tout à l'heure. On va laisser le QR code pour que vous puissiez tous un petit peu voir. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit maintenant lorsqu'on vous parle recherche ? Ok, donc ça a l'air si ça bouge encore un peu. Donc, on a bien sûr le point saillant, c'est les savoirs. Innovation et rigueur sont dans le peloton de course, 2e et 3e position, je dirais. Non, Valérie, c'est à peu près ça. Amélioration des pratiques, les données. Bon, alors savoir avec un S ou le savoir sans S. Beaucoup d'auteurs sur le plan conceptuel qui, en sciences de l'éduc, ont réfléchi. Le rapport au savoir avec le pluriel ou pas. Ça, oui. D'accord. Donc on voit bien, vous voyez, la richesse là en termes de points par rapport à la première fois. Il y a des ajouts, il y a une évolution au niveau de la terminologie, vraiment du vocabulaire, qui est centré justement. Donc quand on parle de recherche, la notion de confrontation, je crois qu'on n'avait pas. Ah, les données probantes. Effectivement, très important, puisque c'est souvent un terme, malheureusement, qu'on croit réservé aux experts. Or, la notion de données probantes, tous les infirmiers, tous les paramédicaux doivent avoir entendu ce terme-là. Une donnée probante en termes de recommandations scientifiques, c'est fondamental. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est la notion de processus. Je pense que le terme également d'accompagnement, on ne fait pas seul, on est accompagné pour faire de la recherche. Ça aussi, c'est très important. Il y a 2 éléments que je trouve intéressants, qui sont petits, mais quand même, il y a, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais ce n'était pas l'objet, il y a quantitatif et statistique. Peut-être que c'est des choses qu'on a moins évoquées dans les résultats, effectivement. C'est bon ? Ouais. Alors, on va passer, nous, à nos 3 points clés, en fait, lorsqu'on parle recherche, en fait. Le premier, pour nous, et on l'a vu, c'est la rigueur, en fait. La rigueur dans la démarche, la rigueur dans les résultats, la rigueur finalement, de manière globale. L'evidence-based practice in nursing, en fait, les données probantes, ce que vous avez noté, nous plus effectivement centrés sur le nursing. Et le 3e point, d'ailleurs, on ne voit pas les photos. Bon, pardon. Et le 3e point, en fait, qui pour nous était important, mais qu'on n'a pas retrouvé là, c'est l'envie, en fait. L'envie de vouloir faire de la recherche, l'envie de vouloir s'inscrire, l'envie de... Alors fondamentalement, tout le monde ne peut pas faire de la recherche, ça c'est clair, tout le monde ne peut pas. Mais pour travailler avec les résultats de la recherche, ça tout le monde, et ça paraît un peu le fil conducteur de notre intervention en tout cas. Mais tout le monde ne peut pas s'inscrire là-dessus, n'a pas envie, n'a pas... Voilà. Et tant mieux, en fait, j'ai envie de dire. À ce moment-là, tant mieux. Oui. Alors, on voulait vous parler de manière plus globale de l'environnement recherche à l'heure actuelle en France, en fait, en 3 points clés. Le premier, pour nous, c'est la coordination paramédicale de la recherche, qui existe de plus en plus dans les centres hospitaliers universitaires, en fait, et dans les centres hospitaliers, en fait,
où vous avez une structuration, très souvent une structuration de la recherche qui est existante, et à l'intérieur de cette structuration, en fait, des paramédicaux, qui soient infirmiers ou un des autres métiers paramédicaux, qui coordonnent la recherche, en fait, et qui permet, comme demandait tout à l'heure Monsieur Groseille, en fait, c'est un point d'ancrage qui permet de pouvoir, en fait, quand on a une idée, de pouvoir aller chercher des ressources, en fait, et pouvoir travailler ensemble. Donc ça, c'est dans l'environnement recherche qui est important au niveau plutôt local. Le second, en fait, c'est la structuration des sciences infirmières au niveau de l'université, avec un choix de certaines universités de s'être regroupées en DUSI ou DUSIR, en fait, qui sont des départements universitaires en sciences infirmières, en fait. Et notamment, alors on a pris l'exemple, moi j'avais participé à une de ces journées à Paris-Cité, en fait, où ils ont fait une grande journée en novembre 2014 avec de la présentation des projets de recherche, avec des ateliers l'après-midi, avec des animations pour les étudiants pour présenter leur mémoire en 180 secondes, qui est assez intéressant. Donc voilà, donc il y a une animation scientifique autour de ça, à l'université. Pardon. Et j'ai dit... Ah bon ? Pardon, 2024, évidemment. Pardon. Oui, c'est tout récent. Et puis, le dernier, moi, où je suis plus, puisqu'il dépend de mon université, c'est l'école universitaire de recherche, en fait, en sciences infirmières en promotion de la santé. Et ça, c'est une autre façon de promouvoir la recherche et la discipline en France. Donc, vous avez d'un côté un choix d'université avec les DUSI, et d'un autre avec une composante universitaire avec l'école universitaire de recherche. Une autre façon, en fait, où on va retrouver la recherche en sciences infirmières dans l'environnement en France. C'est bon ? Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, c'est plutôt par rapport au DUSI que Valérie a évoqué. C'est vrai que c'est, on va dire, université dépendante, l'organisation de ce DUSI. Moi, je discute avec beaucoup de personnes qui sont dans des régions différentes, avec des organisations universitaires différentes. Et c'est vrai que, par exemple, ce département universitaire en sciences infirmières, il y a plus ou moins des infirmières qui y sont, qui décident ou pas. Parce que selon les acteurs qui sont engagés et responsables de ce département, c'est assez variable en fait, selon les territoires et selon les universités. Donc c'est aussi une donnée, je pense, à prendre en compte, c'est que on a toute notre place aujourd'hui dans ces départements universitaires en sciences infirmières. Je sais que les formateurs, notamment Paris-Cité, heureusement, participent beaucoup et activement à l'ingénierie pédagogique, mais ce n'est pas le cas dans toutes les universités. Et malheureusement, donc il faut revendiquer, mais sauf qu'on ne va pas venir nous chercher. Ça, c'est à nous d'y aller et de montrer qu'on est présent et que surtout on est légitime dans la discussion dans ces départements universitaires en sciences infirmières. Juste pour vous évoquer, je crois que les 2 premiers départements universitaires en France, non, il y en a même qu'un, je crois. C'est justement une de mes collègues qui a été nommée directrice d'un département universitaire en sciences infirmières en Alsace. Et elle est PhD, c'est-à-dire elle a un doctorat et elle est infirmière. Mais c'est rare, parce que la majorité du cas, c'est encore aujourd'hui Paris-Cité, c'est un médecin qui est directeur. Tout à fait. Donc je pense que c'est une réelle collaboration, une plus-value qu'on a ensemble de travailler pour pouvoir derrière nous entourer sur nos collègues justement expérimentés et puis derrière pouvoir travailler ensemble au bénéfice du patient et de l'usager. C'est vrai que je connais moins le modèle du DUSI. Par contre, à l'école universitaire de recherche, effectivement, la directrice, elle est professeure en sciences infirmières, puisqu'il y en a 2 actuellement en France, un à Aix-Marseille et puis un à Bobigny. Et donc, c'est une façon de structurer, en fait, le master et le doctorat, puisque l'école universitaire de recherche en sciences infirmières pourra délivrer les doctorats en sciences infirmières en France, en tout cas. Alors, on a souhaité en fait vous montrer pratico-pratique aujourd'hui le quotidien. Qu'est-ce que c'est au niveau de la recherche ? Il y a vraiment un panel d'opportunités qui s'offre à vous par rapport justement à des événements, un certain nombre d'éléments qui, au quotidien,
vont nous permettre de nous inscrire, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui offrent, on va dire, des occasions de se former, ou en tout cas de s'informer aussi au niveau de la recherche, que ce soit au niveau des GIRSI. Donc le GIRSI, c'est un groupement interrégional de la recherche clinique et de l'innovation, des associations savantes. Et donc vous pouvez, puisque je vous ai mis en fait le schéma, voyez, par rapport à la coordination nationale des coordinateurs paramédicaux de la recherche, qui ont bien montré de quelle façon il faut mener la recherche paramédicale. Mais que ce soit par la publication ou par les associations, il y a énormément d'événements aujourd'hui. On en est la preuve avec cette journée scientifique. Mais ça peut être également des apéros recherche, des déjeuners de la recherche, des cafés recherche, des ateliers de lecture critique d'articles. On peut aussi se voir pour plein d'autres choses. Même un atelier lecture, on n'a pas besoin de faire de la lecture critique d'articles, on peut déjà faire un atelier lecture et partager nos points de vue et ce qu'on a pensé de telle revue professionnelle avant d'aller sur une revue scientifique. Mais c'est ça aussi qui va nous animer et nous permettre justement de développer la recherche. Vous avez beaucoup de publications, on vous a mis des exemples avec Valérie, vous voyez, comme la recherche en sciences paramédicales, se former à et par la recherche. Et puis des ouvrages, enfin des articles, c'est un rapport, celui-ci, à un niveau européen, pour justement nous aider, nous paramédicaux, sur une capacité qui est souvent, alors normalement apprise en IFSI, mais qui est quand même complexe. En tout cas, je pense, pour ma part, qui est vraiment appréhendée et plus maîtrisée par la pratique et le fait d'en faire régulièrement. C'est aussi pour ça, vous voyez, que nous, avec Valérie, on souhaite mobiliser au quotidien nos compétences scientifiques, parce que ce qu'on a appris, et si on ne le mobilise pas, on va l'oublier. Parce qu'on fait beaucoup d'autres choses aussi. Donc il faut continuer à lire des articles scientifiques, on essaye de le faire et on le fait au quotidien pour justement nous nourrir. Et pour les professionnels, c'est pareil. Pratiquer, voilà, ce n'est pas que des applications mécaniques de gestes, la réflexion elle est là, mais c'est surtout le fait de réenvisager nos pratiques. Je crois qu'on avait mis une deuxième diapo, voilà. Donc on vous a monté des exemples d'actualité. Notamment donc par rapport à Valérie au niveau de sa chaire, une journée recherche en sciences infirmières qui a lieu en juin à destination donc du personnel paramédical et des infirmiers et des étudiants. Vous avez par exemple le dernier webinaire, puisque moi je suis membre de l'ARCI, l'association de recherche en sciences infirmières, et donc j'anime en fait avec mes collègues pour les adhérents de l'ARCI des webinaires, bien sûr que sur des objets scientifiques. Ça peut aller, vous voyez, de cet exemple-là, c'est-à-dire de l'idée au projet de thèse, mais également sur ce que c'est qu'une revue de littérature ou les outils de la recherche qualitative, ou au contraire une lecture critique d'un article, d'une méthode quantitative. Donc c'est très variable. Et puis on vous a mis également la plaquette des 8e journées francophones de la recherche en soins qui se tient cette année à Angers et qui, vous le voyez, a pour thématique justement l'intelligence artificielle pour la prévention en santé. Je crois que c'est un sujet ô combien contemporain, on parle sans arrêt de l'IA. Donc voilà, on est beaucoup sur des aspects réglementaires aujourd'hui dans comment on gère l'IA. Mais peut-être ne pas le voir de manière négative, mais aussi positive, et qu'est-ce que ça peut apporter par la prévention en santé. Et donc c'est la thématique des futures journées francophones de recherche en soins. Vous avez régulièrement également, par certains GIRSI, des vies ma vie de chercheurs et des présentations un peu flash, vous voyez, de recherche pour ceux qui ont envie de voir un peu ce que c'est. C'est des petits formats assez rapides qui peuvent être sur des midis ou des fins de journée. Et du coup, ça permet un peu de cadrer ça dans nos pratiques et nos agendas. Je me permets juste, le GIRSI Soho, en fait, Ouest, ils font beaucoup ce format-là, en fait, pour pouvoir s'acculturer. C'est une vraie richesse, en tout cas. Et pour avoir participé, ou en tout cas écouté quelques-uns, je crois qu'il faut y aller même si on n'est pas impliqué dans la recherche, puisque généralement ces webinaires, le but est vraiment de vous aider à aimer, si je puis dire, la recherche. Donc il y a beaucoup d'écoute et beaucoup de partage. On pose les questions qu'on a envie de poser, et ce qui est important justement, c'est de repérer et de pouvoir avoir des exemples qui nous donnent envie de nous inscrire dans la recherche. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde, ces petits webinaires. C'est pas réservé pour que ceux qui font de la recherche. Alors,
En conclusion, en fait, si on reprend un peu tout, on pourrait dire qu'il y a de nombreux défis, en fait, de nombreux défis quand même à relever, même si l'environnement de recherche est riche, ça reste quand même des défis à relever. On est face à une évolution démographique, un nombre de patients aussi, si on revient aux patients avec notamment la maladie chronique. On a la gestion des données de santé, par exemple, dans les entrepôts de santé, des entrepôts de données. Une défiance de certains par rapport à l'égard de la science, hein, on l'a vu notamment pendant la crise Covid, et puis l'usage de l'intelligence artificielle, comme l'a dit Karine, où en fait on ne peut que travailler avec, j'ai envie de dire, puisqu'on ne peut pas y échapper. Face à ces défis, en fait, on a des dispositifs d'appui qu'on peut solliciter. Alors, on l'a vu, hein, il y a les ARS, il y a les GIRSI, en fait. Le GIRSI, c'est vraiment une source d'information, en fait, et de moyens de s'imprégner, en fait, de s'acculturer à la recherche. Et puis, des démarches collaboratives, hein, qu'il faut encourager. En fait, avec tout ce qui est donc au sein même des DRCI ou au sein même des centres hospitaliers, où vous avez des ressources, hein, où il faut vraiment travailler ensemble, des groupes de recherche pluriprofessionnels, hein, au sein même de vos structures, on peut tout à fait mettre en place, par exemple, les ateliers de lecture. Hein. Ça, c'est une vraie richesse et c'est de la recherche, hein, c'est vraiment le début de l'acculturation. Qui est assez fondamentale. Alors, vous voyez, dans la conclusion, on a essayé d'avoir une vision assez élargie. Moi, j'avais envie de revenir sur la formation à et par la recherche, parce que pour moi, cela constitue vraiment la pierre angulaire en fait, de la recherche paramédicale. Il faut développer ça à la source, sous forme d'embryon, pour vraiment que ça grandisse et qu'on puisse derrière avoir des envies. En tout cas, ces initiatives, elles vont vraiment viser à harmoniser, à améliorer l'enseignement des concepts. Et puis donc, tout ça, ça doit être soutenu. C'est-à-dire qu'enseigner la méthodologie de recherche, pour cela, ça demande une formation solide aussi de la part de l'équipe pédagogique. On ne peut pas improviser, puisque vous avez vu, nous avons caractérisé la recherche avec beaucoup de rigueur. Et donc, c'est en cela que c'est vraiment un cercle vertueux. Plus les gens sont formés, plus justement, il y aura effectivement d'investissement et de pertinence au niveau des professionnels de santé. Donc ça, c'était vraiment un des points sur le renforcement de cette compétence qu'on souhaitait évoquer. Et puis, bien sûr, il y a un rôle majeur à jouer, surtout dans le développement des formations académiques longues. Il faut que ça ne reste plus quelque chose de marginal, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'avant, ça se compte un peu sur les doigts de la main, et que de plus en plus, nous, on se retrouve en communauté de pratique avec des personnes qui ont des parcours identiques, et du coup, on est dans le partage, on a un vocabulaire et un langage qui nous est familier, et on peut s'inscrire à plusieurs professionnels avec d'autres paramédicaux, donc ça, c'est important, mais tout en conservant des actions de formation plus ponctuelles. Il n'y a pas que les longs parcours, ça peut être aussi ce qu'on a évoqué, un petit peu de formation continue, un DU, voire des ateliers de lecture critique d'articles pour se former, par exemple, à la LCA. Donc c'est vraiment quelque chose de plus ponctuel. En tout cas, l'ensemble de ces éléments, au final, on est d'accord, on l'a partagé, ça doit s'inscrire dans une politique globale de développement de la recherche par rapport à un établissement au service donc de l'usager et du patient. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup Valérie, Karine pour cette intervention que j'ai trouvée finalement, j'ai beaucoup aimé l'approche très pragmatique de ce thème qui parfois peut faire peur. C'est vrai qu'aujourd'hui on entend de plus en plus parler de recherche, mais au final de se dire de manière très concrète comment est-ce qu'on peut le mettre en action dans nos pratiques au quotidien, c'est en tout cas l'ambition qu'on a à Argenteuil d'essayer de développer cette approche et d'essayer de travailler de manière un peu en rang serré avec tous les services.
Donc je pense qu'après l'été, on va lancer une petite campagne de thématiques, si vous avez des thématiques que vous souhaitez travailler dans vos services. Après, il faudra qu'on priorise, parce que si on a beaucoup de retours, forcément, il faudra faire des choix, en tout cas au niveau chronologique, hein, pas sur les thématiques en elles-mêmes. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment pour cette présentation qui était très très riche, et puis pour le temps que vous avez consacré à la préparation de cette conférence, parce que bon, je pense que vous le devinez, mais ça a demandé en effet beaucoup de travail à nos deux chercheuses, et je vous remercie encore de manière très chaleureuse. Merci beaucoup. Alors, peut-être, oui, avant on va peut-être... Est-ce que vous avez des questions? C'était très très clair? Tout était hyper clair? Ou vous osez pas, peut-être? C'est peut-être la thématique qui fait encore un petit peu peur. Je vais laisser du coup le mot de la fin à Monsieur Groseille. Merci à toutes les deux. Merci à celles qui ont organisé, Sophia et puis Nardine, puisque c'est la première conférence qu'on organise sur cette thématique. Ça a pris un petit peu de temps. Je vais fêter mes 2 ans bientôt. Et ça fait 2 ans que je côtoie Gaëtan Plantefèvre, Driss Chaoui, Emmanuel Mahé, pour ne citer qu'eux en matière de recherche. Et ils ont fini par un petit peu me lobotomiser le cerveau sur le sujet. Et notamment sur le mode de raisonnement, avec cette idée au départ de se dire avant de se lancer dans la recherche, il faut se poser les questions. J'ai bien retenu. Et donc, la première question que je me suis posée il y a 2 ans, c'était la suivante. Est-ce que finalement, un établissement de la taille d'Argenteuil doit investir davantage en matière de recherche au niveau des recherches en soins et recherche médicale? Alors après, ils m'ont expliqué que, une fois qu'on a une idée, c'est bien, mais il faut regarder un peu l'état de l'art. Donc, faire une recherche biblio pour les puristes. Donc je me suis dit, finalement, c'est quoi l'environnement aujourd'hui dans les hôpitaux publics? Il y a un premier environnement large, qui est un processus contre lequel aujourd'hui il est difficile de lutter. C'est le processus qu'on appelle d'universitarisation des territoires. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Grosso modo, il y a beaucoup d'établissements qui pensent régler leurs problématiques d'attractivité en recrutant des PU-PH. Je la fais courte. Ce n'est pas ma conviction. Je pense qu'en faisant ça, on inverse l'ordre des facteurs. Et de vouloir recruter un PU, c'est pas comme ça qu'on s'universitarise, sauf à dire qu'on a un PU-PH dans notre organigramme, mais c'est pas l'idée en fait. L'idée, quand on parle d'universitarisation des territoires, c'est de créer une culture universitaire. Créer un état d'esprit en fait en la matière. Et créer un état d'esprit, c'est grosso modo 3 piliers. Le premier pilier, c'est la formation. C'est accueillir des jeunes ou / moins jeunes et de les former, donc de transmettre. Le deuxième pilier, c'est l'innovation. Et le troisième pilier, c'est la recherche. Et au fond, c'est un processus inévitable. Vous l'avez souligné très justement, on a des professionnels qui ont évolué dans leurs demandes, et diversifier un petit peu ce qu'on leur offre me paraît être un élément essentiel. Puis après, il y a un deuxième constat que j'ai posé, c'est que avant que je sois là, il se passait plein de choses en fait. Vous savez, c'est le fameux syndrome qu'on pense parfois d'être Zorro, mais en fait, on n'est pas Zorro. Il s'est passé plein de choses, et alors ça a démarré avec Emmanuel Mahé, ça a continué avec Gaëtan Plantefèvre, c'est-à-dire qu'on a monté à Argenteuil. Il y a une culture de recherche au regard de Gaëtan et de Driss depuis à peu près 15 ans, c'est ça, je ne me trompe pas? Un peu plus de 15 ans. Alors avec des locomotives, alors je vais en citer 3 principalement, la réanimation, l'hématologie et la dermatologie. Et on a dans ces services parfois des praticiens qui mènent des recherches avec des publications parfois de rang A, donc c'est le rang top. Et grosso modo, quand j'ai posé ces 2 constats, je me suis dit, j'ai osé, je me suis dit, alors allez, on y va, on se lance un peu, et on va essayer en fait de mettre un peu plus de moyens sur l'activité de recherche. Alors je dis un peu plus, qu'on en a quand même déjà un peu. On a une unité de recherche clinique qui est plutôt bien dimensionnée. On a essayé en fait de développer cette partie. Alors après, c'est pareil, quand on marche en général sur 2 jambes, c'est un peu plus facile. Et très souvent, on a tendance, quand on parle de recherche, à parler de recherche clinique, parce que naturellement, c'est ce qui nous vient en première intention. Mais on a fait le choix aussi à Argenteuil d'avoir une 2e jambe, qui est la recherche en soins ou recherche paramédicale, et d'où l'exposé d'aujourd'hui notamment, et tous les travaux qu'on a conduits jusqu'à maintenant.
C'est une vraie volonté, ça participe aussi à cette idée qu'on essaie de faire valoir à l'hôpital d'Argenteuil, qu'on a un peu matérialisé dans le projet d'établissement. Ce n'est pas un projet médical d'un côté et un projet de soins de l'autre. C'est un projet médico-soignant, alors c'est pas facile, c'est une idée un peu nouvelle, ça prend du temps, on sait qu'il y aura beaucoup d'obstacles, parfois des gens qui seront un peu circonspects en disant c'est quoi votre affaire, mais moi personnellement j'y crois. Après j'ai retenu de votre présentation plusieurs points. Le premier, au fond, c'est la question du doute, ce qui me plaît plutôt pas mal en fait. Parce que pour moi le doute renvoie à deux conceptions un peu différentes. La première qui est l'humilité. Lorsqu'on doute, en général, on essaie d'être un peu humble. C'est-à-dire que, grosso modo, on se remet en cause, on se pose des questions. Et en réalité, en matière de recherche, la première chose, c'est l'humilité. C'est de se dire, tiens, est-ce que ce que je fais est cohérent? Est-ce que ce que je fais est de nature à permettre d'être performant? Et puis après, la question du doute, elle a aussi, dans une autre valence, l'option ambition. Parce qu'au fond, on doute, mais on se dit, bah, mais si je doute et que je me dis que c'est pas terrible, j'ai peut-être aussi l'ambition de changer les choses. Alors l'idée on a beaucoup échangé, notamment avec Gaëtan Plantefèvre sur le sujet, l'idée c'est pas de faire du volume, l'idée c'est pas de faire du chiffre, et en même temps il ne faut pas être trop bête non plus, il faut qu'on fasse un peu de chiffre quand même. Mais l'ambition de départ, quand on se lance dans une activité de recherche, c'est d'essayer, avec beaucoup d'humilité, de faire avancer la science. C'est ce que j'appelle l'ambition. C'est-à-dire de se dire, je me suis remis en cause, je me suis posé une question et je me suis dit, bah, finalement, la réponse que j'ai, elle ne me satisfait pas. Est-ce qu'on peut faire mieux? Et donc s'engager dans quelque chose. Et pour s'engager dans quelque chose, et là je sais que certains se retrouveront dans mes propos, et je terminerai par ça, la première chose, c'est déjà d'avoir des idées. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de science sur du théorique. On essaie d'avoir des idées. La deuxième chose, c'est oser. Elles vous l'ont dit. Moi, je connais bien Valérie, puisqu'on a travaillé ensemble à Poissy. Quand elle a démarré, je peux vous dire que tout le monde l'a regardée comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis, petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, bah, c'est devenu une personne indispensable. Et quand Poissy l'a perdue, ils étaient malheureux. Parce que elle a fait avancer en fait, la partie sciences infirmières. Évidemment, à son niveau, mais elle l'a fait avancer. Et puis, la troisième notion, et vous voyez que les trois notions, ça ne coûte pas un centime, c'est avoir envie en fait. C'est-à-dire que la réalité, c'est que pour réussir sur ces thématiques, il faut essayer d'avoir envie. Si on n'a pas envie, comme c'est quelque chose qui est compliqué, qui prend du temps, qui est long, avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de remises en cause, beaucoup de doutes, très rapidement on abandonne. Alors que quand on a envie, au fond, dès qu'on a un problème, on le voit plutôt comme une opportunité. Dès qu'on a des idées, on se dit, bon, on va la pousser jusqu'au bout. Et j'espère que le parcours admirable de ces deux professionnels qui viennent de vous être présentés vous ont donné envie pour les semaines, pour les mois et pour les années à venir d'Argenteuil. Donc merci à vous, merci à tout le monde et très belle journée, merci de votre présence.